Bonjour. J'ai bien aimé l'avant-dernière slide de Tito qui voulait diviser l'Europe en deux. On a toujours envie de se demander comment on fait avec la France dans ces cas-là. C'est une question intéressante. Ce que je vais essayer de faire pour ne pas répéter ce que mon prédécesseur a si brillamment démontré, et de me concentrer sur deux messages, puisque d'autant plus qu'on est aujourd'hui comme nous l'a rappelé le président de la COFAS, il y a une réunion de l'Eurogroupe, donc il y a beaucoup de décisions qui sont en train de se mettre en place ou de se dessiner sur l'avenir de la zone euro. Ce que je vais faire, c'est essayer de rappeler quels sont les principaux problèmes. Est-ce qu'on peut distinguer entre les pays, ou est-ce que tous les pays de la zone euro sont dans une crise de la dette terrible, et notamment est-ce qu'on peut faire une distinction entre l'Espagne d'une part et l'Irlande, la Grèce et peut-être le Portugal d'autre part. Et puis suivant, et dans cette étape de distinction, essayer de voir, beaucoup d'analystes pensent que la plupart de ces pays ont un vrai problème de solvabilité et donc il faudrait restructurer leur dette. Le pari de l'Europe, c'est quand même de dire qu'avec les ajustements, on va éviter ces problèmes de restructuration et on va arriver à restaurer la soutenabilité de la dette. Et à la fois le diagnostic sur liquidité versus soutenabilité et le pari qu'en fait l'Europe, qui est de vouloir ajuster, vont conditionner la façon dont l'Europe peut répondre à ces questions-là. Et donc ce que j'aimerais vous évoquer dans un deuxième temps, c'est d'abord quel est le diagnostic qu'on fait entre l'Espagne et les autres pays. Est-ce qu'on peut arrêter la contagion de la crise de la dette avant l'Espagne? La seconde, c'est quelles sont les solutions apportées aujourd'hui, là, dans le court terme par la zone euro? Et peut-être la troisième, évoquer ce qu'on peut attendre du moyen terme, comment faire pour éviter une telle situation. Et puis, si jamais le pari de l'Europe ne marche pas et qu'on en vient à des restructurations, est-ce que l'Europe a les moyens de gérer une chose pareille? Voilà, donc je vais commencer par juste une petite partie sur le diagnostic et vous rappeler quels sont pour nous les éléments essentiels à regarder quand on essaye de voir quelle peut être la différence entre un pays qui a un véritable problème de solvabilité qui ne se remettra pas et ou pour lequel une restructuration est indispensable, et puis quelqu'un qui a des capacités pour ajuster et retrouver des finances publiques saines. On regarde quatre choses en principal. D'abord, le niveau de dette à l'entrée dans la crise, qui est un petit peu le reflet de la gestion des finances publiques passées. Le niveau de déficit aussi, à quel point on a creusé les déficits pendant la crise, puisque plus on les a creusés, plus ça va être difficile de s'en sortir. L'endettement du secteur privé, puisque, comme on l'a vu et comme le rappelait Tito, souvent les excès de crédit se retrouvent ensuite sur les bilans financiers des États. Donc il faut regarder à quel point le secteur privé s'est endetté et quelle est la capacité des banques à assumer cette dette. Et puis aussi les capacités de croissance, puisqu'on l'oublie souvent, mais la soutenabilité de la dette, c'est un ratio avec la dette au-dessus et le PIB en dessous. Et plus un pays va être compétitif, va avoir une capacité à croître, plus ça va être facile pour lui de sortir de cette crise. Alors quand on regarde ces variables, on voit bien, et je suis contente que vous ayez des versions imprimées, parce que j'ai bien conscience que ce tableau est complètement illisible, mais on voit bien la différence, notamment quand on regarde les dettes, entre les pays qui ont des dettes qui continuent, d'abord tout le monde a des dettes qui continuent d'augmenter ou presque jusqu'en 2013, mais néanmoins la Grèce, l'Irlande, l'Italie ont des dettes qui sont quand même très supérieures à la moyenne de la zone euro. Et puis quand on regarde l'Espagne et le Portugal, ce qui est frappant, c'est la rapidité à laquelle la dette a augmenté. Et c'est ça qui est inquiétant. Ensuite, quand on va regarder les autres variables, donc vous avez sûrement tous vu ces données sur l'endettement du secteur privé, et sur les problèmes posés par les banques, on s'aperçoit qu'il y a eu des taux de croissance du crédit suivant les pays qui sont très variables, et notamment l'explosion des prix d'immobilier a eu lieu en Irlande et en Espagne, mais pas tant que ça au Portugal. Et quand on regarde encore un petit peu plus, on s'aperçoit qu'il y a effectivement eu un effort très important fait en Irlande, où le marché de l'immobilier, c'est la ligne orange sur les graphiques, a vraiment commencé à ajuster, alors qu'en Espagne, on n'a pas commencé à ajuster. Les prix n'ont pas beaucoup baissé. Ça va poser des questions sur quelles sont les pertes qui sont absorbées par le système bancaire pour le moment. Et puis, juste très rapidement, puisque Tito Boeri a déjà parlé des problèmes de compétitivité, la compétitivité, ça va être la capacité à compenser par les exports le désendettement qu'on va faire à l'intérieur et qui va forcément réduire la demande. Et on voit sur le graphique qui est à gauche des taux de change réels que tout le monde n'a pas la même compétitivité, mais il y a aussi des signes encourageants qui est que certains pays ont fait d'énormes efforts déjà pour restaurer leur compétitivité. Et donc quand on arrive
à essayer de classer les pays. Et je suis désolée, je reviens en arrière 2 secondes. Voilà. Vous voyez ici à peu près le classement des pays de la périphérie qu'on peut faire, et puis surtout quelle est la taille du défi qu'ils ont à faire par rapport à ce qui a déjà été fait dans le passé. On a pris volontairement des pays développés, parce qu'on a, surtout dans cette crise, beaucoup eu de comparaisons avec les pays émergents, et les problématiques de compétitivité, d'infrastructures, de structures existantes ne sont pas forcément les mêmes. Alors oui, la Grèce a le problème le plus important, seulement le Danemark a eu à faire face à un tel ajustement budgétaire. L'Espagne et le Portugal et l'Irlande ont aussi des problèmes très importants. Et le tout, quand on compare par rapport aux pays précédents, avec des capacités de croissance moins élevées. Donc l'effort est difficile. Qu'est-ce qui distingue l'Espagne du Portugal pour nous, puisque la taille de l'ajustement n'est pas très très différente? En fait, il y a 2 choses essentielles qui font que l'Espagne et le Portugal sont vraiment des pays avec des situations différentes. La première, c'est la capacité à croître. Le Portugal, vous l'avez vu, n'a pas eu d'explosion des prix de l'immobilier, pas d'explosion du crédit. En revanche, le Portugal a un vrai problème de croissance et de compétitivité. Ils ont mis beaucoup de réformes structurelles en place pour accroître l'éducation, pour augmenter la capacité à absorber les nouvelles technologies. Mais les réformes structurelles, ça apporte des gains et des bénéfices entre 5, il faut compter entre 5 et 8 ans. Ce n'est pas quelque chose qui est immédiat, donc ça va être lent. Et ça, c'est le vrai problème du Portugal, c'est qu'avec un niveau de dette élevé dans la crise, une faible capacité de croissance et beaucoup d'austérité, en sortir avec des taux d'intérêt aussi élevés que ceux qu'on voit sur les marchés aujourd'hui, c'est un vrai défi. Quand on regarde l'Espagne, la nature du problème est un peu différente. D'abord, ils sont entrés dans la crise avec une dette qui était quand même bien plus faible, et eux, leur gros problème, c'est le système bancaire. Et là, on en arrive à ce qu'on discutait. Ce qui est quand même frappant aujourd'hui en Europe, et jusqu'au 1er janvier de cette année, il n'y avait pas de régulateur européen des banques. Donc il n'y avait pas une autorité au niveau européen qui était capable de savoir quels étaient les problèmes de chaque pays de la zone euro. Et ça, c'est quelque chose qui va changer, mais le fait de ne pas avoir de vision, de ne pas avoir de contrôle, a fait qu'on a pu avoir des tests de résistance forcément aussi peu fiables que ceux d'Irlande. Alors cette année, on va en refaire. Il existe maintenant une autorité de contrôle qui va avoir des pouvoirs d'investigation. La question est de savoir si elle va véritablement les utiliser, mais a priori, on peut faire des tests de résistance plus sains. Et ça, c'est important, parce que si la voie choisie par l'Europe de l'ajustement ne marche pas et qu'à un moment, il faut envisager des restructurations de dette, il faut être capable d'avoir une vision agrégée européenne de ce que ça aura comme impact sur le système bancaire, mais aussi sur le système financier, assurantiel, les fonds de pension de la zone euro. La vraie question pour l'Espagne, c'est qu'on a le sentiment aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas encore eu cette évaluation au niveau européen, de ne pas être capable d'évaluer avec précision les besoins de recapitalisation du système bancaire espagnol, et est-ce que le système existant peut suffire à les assurer. Alors, notre vue à nous, c'est que l'Espagne a la capacité d'assumer cette recapitalisation du système bancaire, mais ça n'est pas forcément la vue sur tout le marché, ce qui peut entraîner des hausses des taux et du coup les mettre dans une situation difficile. Voilà, donc pour le diagnostic, nous on fait sur la base des variables évoquées, finances publiques, système bancaire, capacité à croître, une distinction entre l'Espagne et puis les autres pays de la zone euro. Et maintenant, étant donné ce diagnostic, est-ce qu'on a les moyens de faire face à cet ajustement, d'abord pour les pays qui sont vraiment en difficulté, et puis aussi pour les autres, et d'enrayer la contagion. Alors le système mis en place, celui de l'EFSF, avec la Commission européenne et le FMI, il faut toujours garder ça en place, parce qu'on parle de l'EFSF et de ses 260 milliards, mais la vraie force de frappe, vous l'avez sur le deuxième cadran à droite, c'est 520 milliards au total, et près de 460 si on exclut les besoins que l'Irlande a utilisés. Donc ce que ces chiffres vous montrent, c'est qu'avec nos hypothèses sur les besoins de recapitalisation des banques et sur les besoins de financement des États, et bien finalement le FSF, avec le FMI et la Commission européenne, a assez pour faire face à des problèmes en Grèce, en Irlande, enfin la Grèce c'est à part, en Irlande, au Portugal et en Espagne. Maintenant évidemment, si on a d'autres chocs comme un pays qui n'arrive pas à ajuster ou si on passe à d'autres pays, là la question se pose différemment. La question qui se pose immédiatement, c'est donc si à court terme on peut faire face, à moyen terme et s'il y a d'autres pays, est-ce qu'on peut continuer de faire face et surtout comment on corrige les défauts de ce qui s'était passé.
Je vais aller assez vite parce que je pense que je vais me faire taper sur les doigts bientôt, mais l'idée est la suivante. Le pari de l'Europe, c'est que les pays qui ne sont pas solvables aujourd'hui, il faut les isoler des marchés pour leur donner le temps d'ajuster leurs finances publiques. Vous l'avez peut-être vu sur le graphique avec les ballons, un ajustement, c'est en moyenne 8 ans. Donc il faut les laisser, ce n'est pas le temps des marchés, il faut les laisser de côté et l'Europe assure leur financement pendant ce temps-là. Les autres pays doivent eux aussi ajuster. C'est un pari audacieux parce que plus on ajuste, plus on restreint les finances publiques, plus on pèse sur la croissance, bien sûr. Alors, la chose à faire, c'est les deux questions qui restent, c'est comment on évite que ça se reproduise, en admettant que cette stratégie marche, et deux, qu'est-ce qu'on fait si cette stratégie ne marche pas. Alors, comment éviter que ça se reproduise, c'est ce qui est en train d'être négocié aujourd'hui. Donc, ça va être une surveillance plus élargie, notamment à la hausse du crédit du secteur privé, par exemple. Des sanctions plus automatiques aussi, puisqu'on se rappellera que la France et l'Allemagne, en 2003, s'étaient assis sur les sanctions que le Conseil leur imposait pour redresser leur déficit. Et puis, finalement, peut-être c'est un peu plus d'intégration budgétaire puisqu'on va autoriser la Commission européenne à regarder les budgets nationaux en juillet chaque année avant que ces budgets soient débattus au niveau national. C'est quand même un grand pas vers un peu plus d'intégration, d'accepter qu'un pays de la zone euro vous dise que votre budget est mal fichu et que les politiques économiques que vous mettez en place ne sont pas crédibles. Donc il y a ça. Et ensuite, si jamais ça échoue, est-ce qu'on peut évoquer la possibilité de restructuration? Oui, mais je crois que là, il faut être précis. Il y a 3 options quand on parle de restructuration. La première, c'est de demander aux détenteurs de la dette, donc les institutions financières, de garder cette dette jusqu'à maturité. La seconde, c'est d'allonger la durée des prêts. Et la troisième, c'est d'imposer une perte en capital. De tous les discours qu'on peut entendre, c'est les 2 premières options qui sont favorisées par les autorités européennes. La troisième, c'est vraiment une option en dernier recours, en partie parce qu'on n'a pas aujourd'hui une vision globale des impacts que ça pourra avoir sur le système financier et en partie parce qu'on donne la chance à l'ajustement. Voilà, et je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup.